Bonjour et bienvenue dans Ountranouille, le magazine du Conseil national. Au sommaire de cette édition, notre entretien avec le président, Stéphane Valéry, nous parlera des textes en discussion lors de la séance publique et législative de ce mardi et des conséquences sociales et économiques de l'après-Covid. L'esprit des lois avec les explications des 5 rapporteurs des textes de cette séance. L'actualité des commissions avec une page consacrée aux fonds de réserve et aux comptes publics. Stéphane Valéry, merci de nous accorder cet entretien dans un lieu intimiste, votre bureau, là où de nombreuses décisions sont prises. Alors pour débuter cet entretien, parlons de reprise. Alors le déconfinement est désormais rentré dans la vie quotidienne des familles, des entreprises. Par contre, un sentiment qui perdure, la reprise se fait très lentement. Disons que la reprise est contrastée. Il y a des secteurs d'activité qui ont relativement peu souffert du confinement. Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a quelques-uns. Il y en a d'autres qui profitent de ce déconfinement et de la reprise qui est là. Et progressivement, ils retrouvent petit à petit du chiffre d'affaires, une clientèle qui est en progression régulière. Et puis, oui, il ne faut pas le cacher, il y a aussi des secteurs d'activité qui continuent à souffrir beaucoup, où la reprise est très très lente, donc on les connaît, on les a identifiés. Donc il ne faut surtout pas baisser la garde et arrêter brutalement pour ces entreprises et ces secteurs le soutien de l'État. Justement, au Conseil national, vous êtes habitué à recevoir de nombreuses personnes. Est-ce que de nombreuses familles dans le besoin ou des entreprises en difficulté viennent vous voir en ce moment? Oui, juste avant de venir vous retrouver pour cette interview, j'avais par exemple une chef d'entreprise monégasque dans l'événementiel qui me disait que ça serait une année quasiment blanche pour elle en chiffre d'affaires et qui était très inquiète de l'arrêt éventuel effectivement des aides de l'État. Les secteurs qui ont besoin, les entreprises qui ont besoin qu'on les soutienne, on les a identifiés, on les connaît, c'est ceux qui tournent autour du tourisme. C'est incontestable que pour la fin juin, on n'a pas évidemment le nombre de visiteurs habituels en principauté. Les avions sont très très arrêtés, il y a beaucoup de vols annulés, très peu encore ont repris. L'espace Schengen est encore fermé pour les pays qui sont hors Union européenne. On voit beaucoup moins de bus de tourisme, même là où c'est possible encore. Donc déjà les déplacements dans l'espace Schengen, on voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent encore à voyager, à se déplacer. Donc les croisières sont arrêtées, vous le savez, au moins jusqu'au début de l'année prochaine. Donc tout ce qui tourne autour du tourisme, de l'événementiel, de la restauration, de l'hôtellerie, évidemment est particulièrement impacté. Et donc oui, nous recevons des commerçants inquiets qui voient leur chiffre d'affaires redémarrer trop lentement. Là aussi, c'est contrasté, ça dépend des quartiers. Vous le savez, Monaco-Ville est particulièrement touché, les commerces aussi autour du port. Et un peu partout en ville, selon les activités, des commerces ont du mal à retrouver au-delà de 30 ou 50% parfois du chiffre d'affaires qu'ils faisaient l'année précédente. Il y a même des organismes collectifs qui se manifestent auprès de nous. Par exemple, récemment, l'Association des entrepreneurs italiens de Monaco, où nous faisons part des difficultés de nombre d'entreprises installées à Monaco et de commerces adhérents à cette association. Nous allons recevoir dans les prochains jours l'Union des commerçants, le GIE de Fontvieille, qui nous font remonter aussi des grandes difficultés de la part de certains de leurs adhérents. Donc voilà, il est clair que nous n'avons pas, loin de là, encore surmonté cette période très difficile pour l'économie mondiale et l'économie de notre pays. Alors, lors du dernier budget rectificatif, le Conseil national a permis de débloquer 300 millions. Aujourd'hui, la moitié a été utilisée. Qu'en est-il de l'autre partie ? Justement, je crois que les aides de l'État, donc nous en avons encore, si nous le souhaitons, à peu près 150 millions qui sont disponibles sur les 300 millions que nous avons votés lors du budget rectificatif. On a voté dans l'urgence, rappelez-vous, il y a quelques semaines. Et ce que nous disons, c'est qu'il faut agir avec discernement, avec une dégressivité et une analyse, effectivement, comme je viens de le dire, qui relève d'une analyse fine par secteur. Arrêter brutalement les aides de l'État, alors qu'on a encore, si on en a besoin, 150 millions, c'est-à-dire la moitié des crédits votés pour aider nos entreprises et nos acteurs économiques et les salariés, ça serait prendre le risque en fait de s'arrêter au milieu d'un gué. Et donc tout l'effort qu'on a fait pour aider les entreprises, pour préserver les emplois,
serait en quelque sorte balayé et tout cela aurait été fait pour rien. Donc nous devons, je le répète, avec discernement, continuer à soutenir ceux qui en ont encore besoin dans le pays. Oui, mais par contre, le fait d'arrêter les aides de façon progressive, est-ce que cela ne risque pas d'engendrer une vague de licenciements à la rentrée ? Justement, donc le maintien de ce soutien, dont Monaco peut être fier, il faut le dire aussi. Dès le 19 mars, le Conseil national avait réagi par sa résolution, votée dans l'Union de tous les élus des Monégasques. Dans le cadre du comité mixte de suivi de la crise mis en place par le souverain, nous avons porté ces propositions. Le gouvernement largement nous a entendus et le plan qu'il a mis en place en concertation avec les élus est un plan formidable de soutien et d'aide à l'activité économique, aux travailleurs indépendants et aux salariés du pays. Donc il ne faut pas aujourd'hui justement gâcher tous ces efforts par une volonté d'économiser de manière, je dirais, brutale, tout à coup, effectivement, de l'argent public. Mais cet argent public, s'il est dépensé pour maintenir de l'activité économique, c'est aussi un atout au-delà bien sûr du soutien qu'on doit apporter sur le plan humain à ces petits entrepreneurs ou à ces salariés qui sont menacés de faillite et de licenciement, c'est aussi un moyen d'être là, d'avoir un outil économique qui va être prêt pour que justement lorsque la relance va se confirmer, donc nous soyons présents et nous ayons un temps d'avance sur d'autres pays pour avoir une relance performante à Monaco. Et puis il y a une commission qui existe, la commission d'accompagnement de la relance économique, la CARE. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de cette commission ? C'est une bonne décision de créer cette commission qui va permettre justement d'étudier au cas par cas d'abord des demandes d'entreprises en difficulté qui n'avaient pas pu être pour l'instant satisfaites car vous savez qu'on avait limité les aides aux petites structures de moins d'1,5 million de chiffre d'affaires. Donc le fait d'étudier dans ce pays, ville-État, au cas par cas les choses, c'est une bonne décision. Nous avons un représentant dans cette commission, mais je tiens à le dire, d'ailleurs comme pour le maintien ou l'arrêt des aides et du CTTR pour le chômage, nous pesons de tout notre poids, mais nous sommes simplement consultés. Donc le Conseil national fera tout ce qu'il peut à sa place pour donner les meilleurs avis possibles et les meilleures propositions au gouvernement, mais je rappelle qu'aussi bien dans le comité mixte que dans la CARE, c'est le gouvernement et lui seul qui a le pouvoir de décision et qui est responsable et qui sera responsable donc des décisions qui seront prises. Mais alors quelles sont les solutions pour booster la relance ? Eh bien je crois, au-delà du maintien des aides nécessaires à tous les acteurs économiques qui en ont besoin, je crois qu'il faut que l'État joue tout son rôle aussi au niveau de la commande publique. La pire des bêtises serait d'avoir un réflexe malthusien, je dirais, et ça renvoie au débat dans les années 30 aux États-Unis, par exemple, entre Hoover et Roosevelt. La pire des bêtises serait justement de se dire que pour faire des économies budgétaires, il faut couper la dépense publique. Je crois au contraire que nous devons maintenir un haut niveau de commande publique, notamment pour le logement des Monégasques, sur les travaux publics, pour les grands chantiers structurants dont le pays a besoin, mais qui font vivre aussi des entreprises et de nombreux salariés en principauté. Je pense bien sûr à l'agrandissement, à la restructuration du centre commercial de Fontvieille, à la création du nouveau collège Charles III, bien sûr à la mise en place de notre futur hôpital performant pour soigner au mieux la population. Mais il faut aussi que cette commande publique dans tous les domaines profite d'abord et avant tout à nos entreprises, à nos commerçants installés sur le territoire de la principauté. Donc plus que jamais, le gouvernement doit veiller à respecter la priorité à nos commerçants et à nos entreprises, évidemment quand les offres sont à des prix et à de la qualité comparable avec des entreprises et des commerçants extérieurs à Monaco. Le Conseil national n'a pas toujours été satisfait de ce principe qui n'a pas, soyons francs, toujours été appliqué de la part du gouvernement avec beaucoup de motivation et dans tous les cas. Donc nous serons plus que jamais vigilants et nous appelons le gouvernement à respecter scrupuleusement la priorité aux entreprises et commerces de Monaco dans la commande publique. Alors, signe que la reprise économique a débuté en principauté, la reprise des chantiers, nous en parlions lors de notre précédente entrevue. Vous vouliez des chantiers sans bruit. Aujourd'hui, nous avons l'impression qu'il faut privilégier soit la qualité de vie, soit la reprise.
Non, là encore, comme je vous le disais tout à l'heure pour les aides, il faut faire preuve de discernement. Les meilleures décisions sont souvent celles qui sont les plus équilibrées. Hein, les Romains déjà disaient que la vérité se trouve souvent au milieu, et c'est bien vrai. Donc les élus des Monégasques sont des femmes et des hommes responsables. Bien évidemment, nous avons besoin, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons besoin des chantiers, nous avons besoin de la construction qui... soit parce qu'elle loge les Monégasques dans les chantiers domaniaux, soit parce qu'elle offre des équipements structurants indispensables pour le bien-être de la population, soit parce qu'elles permettent aussi de réaliser des opérations privées qui permettent de livrer sur le marché libre des logements qui vont attirer de riches résidents étrangers dont nous avons besoin, car ils sont générateurs aussi de recettes pour le budget de l'État et pour le pays. Donc il faut bien évidemment que nous ayons des chantiers. Mais ce que nous disons, c'est qu'il faut que ces chantiers ne se fassent pas dans n'importe quelles conditions. Et le sentiment que nous avons depuis le déconfinement, c'est qu'il y a un certain nombre de constructeurs qui cherchent à rattraper les 3 mois de retard qui ont été pris. Nous disons que ça ne doit pas effectivement se faire au détriment des promesses que le gouvernement nous avait faites, des arrêtés ministériels qu'on a obtenus à la force du poignet pendant une année en 2019, jusqu'au vote du budget à la fin de l'année, donc avec le gouvernement. Et on a l'impression qu'en quelques jours, là, en quelques semaines, je dirais le gouvernement est prêt à revenir sur toute la protection des nuisances sonores et des résidents des chantiers. Nous serons très vigilants. Il faut que les arrêtés ministériels de la fin de l'année dernière soient appliqués. Nous avons l'impression qu'on n'a pas autant d'engins sonorisés qu'on pourrait avoir, qu'on n'a pas autant de bâches et de sarcophages acoustiques qu'on pourrait avoir. On a l'impression, et certaines décisions récentes le prouvent, on l'a dit au gouvernement en commission plénière d'études récemment, certaines décisions du gouvernement vont vers justement l'extension des horaires. Ce n'est pas normal de démarrer à 6h30 des chantiers. Les gens, les résidents et les Monégasques ont le droit à la tranquillité. On a eu des exemples où on voit des chantiers à 1h du matin. Ce n'est pas normal. Donc on va être très clair de nouveau avec le gouvernement. Je tiens d'ailleurs à saluer l'initiative du conseiller interministériel pour le cadre de vie Albert Croesi, qui vient donc ces derniers jours de réunir les constructeurs, les promoteurs, les services de l'État, du gouvernement et un représentant, donc c'était le président de la commission environnement et qualité de vie, Guillaume Rose, pour le Conseil national, justement pour mettre tout le monde autour de la table. Donc en résumé, oui au développement économique par la construction et par les travaux publics et l'immobilier, mais avec des chantiers modèles, des chantiers avec très peu de poussière, avec très peu de bruit, et des chantiers qui permettent effectivement de maintenir une qualité de vie en principauté. Et puis la principauté a un bas de laine. Alors parlons de ce fameux bas de laine, le fonds de réserve, à force d'aider. Est-ce que cela risque-t-il pas de percer ce bas de laine ? Regardons les chiffres là encore en toute transparence et avec le sens de l'équilibre qui doit être celui des décideurs. Le fonds de réserve, c'est environ 5 milliards d'euros. Le fonds de réserve, c'est dans ces 5 milliards environ 2 milliards de sommes mobilisables, de liquidités. Nous aurons, si nous utilisons la totalité des crédits votés pour aider l'économie, ce qui n'est pas le cas, vous l'avez dit, nous en sommes à la moitié, donc 150 millions ont été dépensés sur 300 possibles. Si nous dépensons la totalité des sommes qui ont été prévues, nous aurons utilisé environ, avec le déficit, la diminution des recettes aussi qui va avec la crise, qui va de pair avec la crise, nous aurons utilisé environ 500 millions. Mais faisons les comptes, 500 millions, c'est 10% de notre bas de laine et c'est 25% des liquidités. Donc Monaco sera sorti, je dirais, par le haut de cette crise. Je citerai Pierre-André Capori, qui le dit beaucoup mieux que moi, donc éminent professeur d'économie, compatriote académicien, qui disait que justement le fonds de réserve de l'État, grâce à la sagesse de nos anciens, de nos princes, il a été constitué précisément pour cela. Nous vivons une crise historique, probablement l'année la plus difficile du siècle pour l'économie mondiale et de notre pays. Il est donc normal qu'on utilise une partie de ce bas de laine qui a été créé dans ce but pour soutenir ceux qui en ont besoin à tous les niveaux dans notre pays et préparer la relance que nous voulons pleine de succès pour la principauté. Vous savez, on n'a pas changé depuis le début de cette crise avec tous mes collègues conseillers nationaux. Nous nous battrons pour que personne ne soit laissé au bord du chemin. Alors c'est un objectif très ambitieux. On aura peut-être du mal à l'atteindre, malheureusement, mais en tout cas, il faut limiter
autant qu'on peut le faire, autant que possible par le soutien de l'État et l'action de l'État. Il faut limiter les faillites et les licenciements. Stéphane Valéry, avant de se quitter, une nouvelle séance publique ce mardi avec 5 textes à l'ordre du jour. Oui, tout à fait. On continue le travail législatif jusqu'au dernier jour. Vous savez que ce mardi, c'est justement le dernier jour de la session de printemps où on peut faire des séances publiques. Eh bien, il y a 2 textes donc, qui concernent la magistrature ou l'organisation de la justice. Ils visent à plus de transparence et ils répondent à des demandes du Conseil de l'Europe. On les votera bien sûr sans aucun problème. Il y a 3 autres textes donc, à l'ordre du jour. Il y en a un qui vise à mieux lutter contre l'organisation frauduleuse d'insolvabilité. C'était assez insupportable de voir, par exemple, des conjoints dans le cadre d'un divorce ou des débiteurs donc, qui ont des dettes et qui ont été condamnés à rembourser leurs créditeurs, organiser en toute impunité leur insolvabilité et ne pas payer justement à ceux qui en ont besoin les dettes qu'ils doivent. Ce texte va renforcer la lutte contre cela et ces pratiques, et tant mieux pour ceux qui pourront mieux être rémunérés et payer donc des dettes qu'on leur doit. Il y a 2 textes importants aussi à l'ordre du jour. Le droit au compte. Le droit au compte, nous avions constaté qu'un certain nombre de résidents aux petits revenus avaient du mal à pouvoir ouvrir un compte bancaire à Monaco. Or, bien sûr, ces comptes-là sont peut-être moins lucratifs et rapportent moins d'argent aux banques, mais tous les résidents de ce pays, qui n'ont pas bien sûr de condamnation judiciaire qui leur interdirait, ont le droit d'avoir un compte dans une banque de Monaco. Et puis nous avons rencontré des entrepreneurs, des sociétés qui, parce qu'elles commercent avec des pays hors Union européenne, des pays parfois un peu sensibles, mais en toute légalité, dans des marchés parfaitement corrects de l'économie mondiale. Donc ils n'arrivaient plus à obtenir d'ouverture de compte, car c'est vrai, ça demande plus de compliance, comme disaient les banquiers, donc de contrôle, de conformité, c'est vrai, mais il faut le faire. Il y a les banques sont là pour ça, parfois elles gagnent beaucoup d'argent dans certaines opérations, il faut qu'elles soient prêtes aussi à investir un peu dans des contrôles quand c'est nécessaire. Donc voilà, cette loi va permettre à tous, résidents et sociétés installées à Monaco, d'avoir un compte dans une banque de Monaco. J'ai gardé le dernier texte, peut-être qui me tient le plus à cœur pour la fin. Donc nous allons voter ce mardi un texte qui va donner l'égalité aux travailleurs indépendants par rapport aux fonctionnaires et par rapport aux salariés dans leur régime pour les allocations familiales. Voilà, c'était le seul régime où les parents n'obtenaient pas de soutien du régime donc, pour les aider justement à éduquer, à faire face aux frais que crée l'arrivée d'un enfant ou de plusieurs enfants dans une famille. Donc cela va être réparé. Et le Conseil national a amendé ce texte sur un point. Vous savez que les monégasques, depuis plusieurs années maintenant, pouvaient toucher une allocation compensatoire quand la femme, justement, n'avait pas la possibilité de devenir chef de foyer. Et donc il y avait une pénalisation pour les femmes monégasques et leurs enfants par rapport aux hommes. Donc nous avions prévu, c'était une demande du Conseil national, une allocation qui donnait à la fois les allocations familiales, mais aussi toutes les prestations familiales annexes, primes de crèche, primes de rentrée, primes de vacances. Donc le gouvernement n'avait pas prévu donc de maintenir cela, et nous avons par un amendement prévu bien sûr de maintenir pour les travailleurs indépendants monégasques, donc c'est par une allocation de l'État, également les primes de crèche, les primes de rentrée, les primes de vacances. Donc voilà de belles avancées pour les travailleurs indépendants qui s'annoncent ce mardi. Merci Stéphane Valéry pour ces explications. Je vous propose d'entendre tout de suite les rapporteurs de ces textes dans l'esprit des lois. Alors, je suis rapporteure du projet de loi 998 permettant la perception d'allocations familiales pour les travailleurs indépendants. Ce texte est une grande avancée pour notre pays puisque les travailleurs indépendants ne bénéficiaient pas de la prestation allocation familiale et nous mettons un point d'égalité entre les fonctionnaires, les salariés et les travailleurs indépendants. Alors le financement, c'est les travailleurs indépendants eux-mêmes qui financent ce projet de loi par une hausse de cotisation tout à fait raisonnable et qui sera étalée sur plusieurs années. Et je rappelle à tout le monde que c'est les travailleurs indépendants qui cotisent eux-mêmes à la Caisse monégasque des travailleurs indépendants
pour le régime dont ils font partie. Alors, ce texte a été conçu en concertation avec le gouvernement et les caisses sociales, mais surtout avec les acteurs concernés. Nous les avons reçus et c'est vraiment dans un climat de confiance et d'aller dans le même sens que nous avons obtenu la rédaction de ce projet de loi. L'objectif de ce texte est finalement très simple parce que le Code de la magistrature tel qu'il existe est déjà très bien. Il tend à s'améliorer ce code, ce statut, en apportant deux novations qui sont le reflet des réflexions du GRECO, le groupe des États contre la corruption au Conseil de l'Europe. Et ça va accentuer quand même le rôle et l'indépendance opérationnelle des magistrats. Alors de deux manières, il y a deux novations qui sont prévues. Donc la première permet au Haut Conseil de la magistrature, désormais, d'initier une procédure disciplinaire à l'égard d'un magistrat. C'est la première novation. La deuxième touche le domaine de la surveillance périodique des activités. C'est en fait l'idée d'inclure dans le cadre de la surveillance périodique des magistrats, à la fois le tribunal de première instance et également le procureur général adjoint. Ces deux instances ne figurant pas antérieurement dans le dispositif de surveillance. Le Conseil national est très ouvert et dans le cas d'espèce, comme il s'agit d'un mouvement de transparence, le Conseil national est tout à fait disposé à faire en sorte que ces novations se développent. D'ailleurs, le GRECO a, à l'égard des parlementaires, et soumis également, développé un certain nombre de recommandations. Le Conseil national s'en est saisi et il est en train d'y travailler dans le cadre d'une légère modification du règlement intérieur de la Haute Assemblée. À l'instar du projet de loi numéro 1005 portant statut de la magistrature et qui sera rapporté par mon collègue José Badia, le projet de loi numéro 1016 modifiant l'article 27 de la loi 1398 sur l'organisation judiciaire s'inscrit dans le cadre des travaux du 4e cycle d'évaluation du GRECO sur la corruption des parlementaires, des juges et des procureurs. Dans les faits, ce projet de loi vise à renforcer la transparence du processus par lequel le directeur des services judiciaires peut transmettre des informations au parquet général, tel que cela est déjà prévu par le Code de procédure pénale. Plus concrètement, aujourd'hui, et ce texte vient préciser que les instructions qui sont transmises par le directeur des services judiciaires au procureur ne sont uniquement des instructions de poursuite et non des instructions de classement sans suite et des instructions qui doivent en outre être motivées, écrites et versées au dossier. Concrètement, ce projet de loi n'apporte pas grand-chose au dispositif actuel et déjà existant en Principauté de Monaco. Il ne fait que répondre aux recommandations du GRECO en matière de transparence dans le cadre justement de ce processus des instructions qui sont transmises par le directeur des services judiciaires, mais qui était déjà existant en droit monégasque et prévu par le Code de procédure pénale. C'est un projet de loi qui porte sur l'organisation frauduleuse d'insolvabilité. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que des gens cachent leurs moyens financiers pour ne pas avoir à faire face à leurs obligations pécuniaires. C'est 1 an à 3 ans de peine de prison ou 18 000 à 90 000 euros d'amende. Donc c'est très important, c'est un effet dissuasif majeur. Et ensuite, il y a un deuxième point très important, c'est que le complice de cette organisation frauduleuse d'insolvabilité pourra être lui aussi poursuivi et considéré comme solidairement responsable. Donc ça, c'est très, très important. Alors effectivement, à Monaco, certaines personnes ou entités rencontrent des difficultés pour ouvrir un compte en banque. Souvent parce que ce sont des petites entités qui engendrent des frais importants pour les établissements bancaires ou des contrôles très conséquents qui leur coûtent très cher. Donc la mandature précédente a présenté une proposition de loi en 2017 et qui a été retournée par un projet de loi par le gouvernement en février 2019, donc récemment. Entre-temps, donc, nous avons dû faire pas mal de consultations avec les différents utilisateurs, entre autres la MAF et bien sûr avec le gouvernement, pour arriver aujourd'hui, et après tout le processus, à un texte que l'on peut voter
parce que nous avons réussi à trouver un équilibre qui permettra donc aux personnes de pouvoir ouvrir ce compte. C'était vraiment une demande et une volonté par toutes les parties d'arriver à un texte équilibré. Bien sûr, nous avons aussi prévu des dispositifs pour la sécurité, entre autres les risques de blanchiment d'argent. Donc aujourd'hui, nous arrivons à un texte, et il faut dire que tout le monde a mis vraiment beaucoup de bonne volonté pour que ce texte arrive à maturité et qu'on puisse le voter prochainement. À suivre à présent l'actualité des commissions. Aujourd'hui, Jean-Louis Granda. Eh bien, la commission que j'ai l'honneur de présider est dédiée notamment au FRC, et ce FRC, Fonds de réserve constitutionnelle, est le bas de laine des monégasques qu'il est chargé de nous préserver des mauvais coups de l'histoire, et il est évident que nous sommes en ce moment dans un très mauvais coup. Le mécanisme est très simple, il est réglé par la Constitution, l'excédent des recettes budgétaires d'une année est placé au FRC. Il est évident que quand il y a un déficit, nous le ponctionnons dans ce FRC. Alors, ce principe est-il intégralement respecté ? La réponse est non. Ma réponse est non, et la réponse du Conseil national, d'ailleurs, est non également. Nous avons constaté ces dernières années que, allègrement, le gouvernement finançait des politiques publiques avec le fonds de réserve constitutionnel, ce qui n'est absolument pas son rôle. Je disais que c'était un budget bis. Aujourd'hui, on peut affirmer que parfois, c'est une facilité de caisse. Ce principe est-il toujours respecté ? Eh bien, je peux affirmer aujourd'hui que non. Des exemples pour étayer mon propos. Le dernier budget 2020, que d'ailleurs je n'ai pas voté, pour raison que le gouvernement avait décidé de transférer, pour équilibrer ce budget, plus de 100 millions d'actions du budget de l'État, de la SBM, au fonds de réserve constitutionnel, préfinançant ainsi un déficit futur. Tout ceci ne nous semble pas correct. Il y a eu d'autres actions publiques, commandes par exemple, la Tour Odéon, tout le monde s'en souviendra, le port de Vintimille. Il faut que tout cela cesse et que nous organisions nos finances publiques et notre comptabilité d'une autre façon. Que proposons-nous ? Qu'allons-nous proposer ? Nous avons déjà proposé une loi de clôture qui a été votée il y a quelques jours. Ce que nous voulons, c'est savoir non pas combien on dépense, mais on dépense de quelle manière et dans quel but. Nous souhaitons évoluer petit à petit vers une loi de finances et surtout, nous souhaitons que ce fonds de réserve reste et demeure ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, notre bas de laine. Aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Les outils d'information du Conseil national font peau neuve. Ountranouille à la télévision adopte un nouveau style, mais ce n'est pas tout. Désormais, retrouvez Ountranouille sous forme de magazine papier avec une édition spéciale consacrée à la crise du Covid-19. Vous pouvez retrouver ce magazine en ligne sur notre tout nouveau site internet conseil-national.mc qui a été entièrement repensé. Et puis les réseaux sociaux, toujours aussi actifs, après Facebook, Twitter et Instagram, retrouvez le Conseil national sur sa nouvelle page LinkedIn pour être plus proche des professionnels de la principauté. Merci d'avoir suivi cette émission Ountranouille. On se retrouve mardi à partir de 17h pour la dernière séance législative.